Bonsoir à tous et bienvenue sur la télévision nationale. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid. Après avoir interdit le chargement du brut nigérien avant d'effectuer un rétropédalage, le président béninois revient à la charge et accuse le Niger d'atteinte à la sûreté du Bénin. Mais ce n'est pas son premier chantage, ni sans doute sa dernière tentative d'invasion. Le commentaire de Abdoulaye Coulibaly. Jusqu'où veut aller Patrice Talon? Après avoir tenté un premier chantage interdisant le chargement du brut nigérien avant de rétropédaler, il accuse à présent le Niger d'atteinte à la sûreté de l'État béninois. Et une certaine presse à sa solde d'en rajouter une couche. 5 espions nigériens, dont 2 terroristes arrêtés sur le terminal de Sémé. Un vrai scénario de science-fiction. Mais Talon ignore manifestement que le Niger a développé sa résilience sans le pétrole. Il joue donc avec le feu et risque gros. Hier, en effet, le ministre du Pétrole et son homologue de la Justice ont tapé du poing sur la table, n'excluant pas de fermer les vannes du pipeline. Il y a une semaine déjà, le Premier ministre avait laissé entrevoir cette éventualité, répliquant avec sérénité à Talon, ce qui avait forcé l'admiration de cet observateur béninois. Moi, j'ai vu les 2 images, l'image du président Talon, j'ai vu l'image du Premier ministre nigérien. Là où j'ai vu la sérénité, c'est au Niger. C'est ça que moi j'ai vu. Vous pouvez repartir, regarder les vidéos, vous pouvez voir ce que vous allez voir, mais moi j'ai vu la sérénité du côté du Niger. Le Premier ministre ne s'est à aucun moment mis en position du nécessiteux qui veut qu'on fasse passer les pétroles par ici. Il n'a jamais été dans cette position. Et vous voyez, le pays a commencé à déployer, à développer d'autres tuyaux de respiration. Le pays est resté égal à lui-même. Le Niger a trouvé les moyens de sa résilience. Et qui dit résilience dans un tel contexte dit art de la guerre. À cet égard, le CNSP semble avoir opté pour une stratégie payante à terme. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Car parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est assurément la meilleure conduite. Voilà, il fallait plutôt comprendre sa dernière tentative de diversion. À propos de conduite, justement, celle du président béninois, on l'a dit et répété, consiste à servir les intérêts étrangers et précisément ceux de la France. Ceci trouve son explication dans son admiration personnelle, comme il le dit lui-même, pour l'ancienne puissance coloniale. Hélas, pour M. Talon, la présence française au Bénin a été constamment signalée et ce depuis fort longtemps. Cette réalité historique a été rappelée à juste titre par un parti politique béninois, comme le relate ici un blogueur béninois. Le Parti communiste du Bénin rend public une déclaration à propos donc de la présence ou non des bases militaires étrangères sur le sol béninois. Cette déclaration, vous allez le constater tout à l'heure, vient mettre la lumière sur la confusion générale qu'entretiennent le pouvoir de Cotonou, ses maîtres et ses zélateurs. Alors, chers amis, que retenir concrètement de cette imposante déclaration du PCB? Historiquement, après 1964, nous informe le PCB, il n'y a plus de base militaire étrangère au Bénin. En effet, précise-t-il, c'est bien avant la colonisation que la France a installé à Cotonou une base militaire qui servira à la lutte contre le roi Béhanzin. Au Bénin, le président Aromarigbe ordonna en tant que chef du gouvernement chargé de la défense et de la sécurité intérieure aux troupes françaises après le renversement de Léon Mba, l'homme de main de la France. Ce faisant donc, le président Aromarigbe mit fin à la présence de la base militaire française dans notre pays, le Bénin, et ceci depuis 1964. Mais en mettant fin à l'existence de la base militaire française au Bénin, le président Aromarigbe n'avait pas rompu les accords militaires avec la France. C'est ainsi que depuis, il y a toujours eu des conseillers militaires français dans les ministères, à la présidence
et aussi des instructeurs militaires français qui viennent dans notre pays, et sans que quelqu'un depuis lors ne parle de base militaire. Et à l'époque, le Parti communiste du Bénin a sorti, précisément en février 1992, un document pour demander leur départ immédiat. Ce document qui indiquait clairement que la terre de Béhanzin et de Bioguera ne servira pas de refuge aux soldats de Dodds, eut un grand retentissement dans le pays et souleva notre peuple d'indignation. Les soldats français durent plier bagage. Mais comment sommes-nous arrivés encore à parler aujourd'hui de bases militaires étrangères au Bénin? Le problème a commencé à se poser le 17 février 2022, où tout le monde a été surpris de constater la présence du président Talon à la réunion de l'Élysée, aux côtés de Macron, Bazoum, et où il s'agissait de définir les nouvelles destinations de Barkhane après son renvoi du Mali. En effet, poursuit le Parti communiste, Talon a participé au sommet de l'Élysée, pendant lequel le chef de l'impérialisme français, le président Emmanuel Macron, a annoncé officiellement le départ des troupes françaises et européennes, donc du Mali, et leur redéploiement au Niger, au Burkina Faso et dans les pays du Golfe de Guinée. Le communiqué publié à ce sujet le 17 février, avant le sommet Europe-Afrique, et qui mentionne qu'il s'agit de pays demandeurs, a été signé par Patrice Talon pour la République donc, du Bénin. Depuis lors, toutes les chaînes et médias français citent à l'envi le Bénin comme territoire d'accueil des troupes d'occupation françaises dans la lutte soi-disant contre le terrorisme dont il serait également victime. Tout le premier semestre de l'année 2022, tout le monde scrutait la destination finale donc de Barkhane. Le bruit courait que des militaires Barkhane étaient au Bénin. C'est alors que le 6 octobre 2022, dans une adresse solennelle à Patrice Talon, le Parti communiste du Bénin déclare, je cite, « De nos investigations à propos de la présence des forces françaises au Bénin, il nous est revenu que les troupes françaises Barkhane se trouvent bel et bien au Bénin, dans le département de la Liborie, plus précisément à Kandi, chef-lieu de ce département. » Voilà, à la suite de cette édition, le ministre du Pétrole a procédé ce matin à Niamey au lancement des travaux du comité technique chargé du suivi du processus du projet de construction de la raffinerie et complexe pétrochimique d'une capacité minimum de 100 000 barils jour à Dosso. Un projet cher au président du CNSP, chef de l'État, Les Échos, avec Jocelyne Amoussou et Mahamadou Adamou. Le projet de construction de la raffinerie et du complexe pétrochimique de Dosso entre dans une étape décisive avec cette réunion qui marque le lancement des travaux du comité technique chargé du suivi du processus de construction de la nouvelle raffinerie. Un comité composé de 22 experts. Il y a 6 mois, même plus, 7 mois maintenant, quand le chef de l'État, son Excellence, le général de brigade Abdourahmane Chani, a demandé la création de cette nouvelle raffinerie, ça nous paraissait, en tout cas à nous, comme un projet important parmi les projets qu'il avait devant lui. À la lumière des événements qui se déroulent aujourd'hui, ce projet devient plutôt aujourd'hui une nécessité vitale pour notre pays. Ce comité que nous avons mis en place doit avoir à l'esprit cette importance que revêt soit menée dans le temps et de la meilleure des façons. Une étude de préfaisabilité a été faite par nos services. Les termes de référence ont été établis. L'emplacement, ce qui nous reste aujourd'hui à faire, ce sont les étapes suivantes.
c'est-à-dire la sélection de partenaires stratégiques et le démarrage des travaux. Pour une célérité dans le travail, un comité régional sera créé à Dosso pour lui aussi suivre de plus près la construction de la nouvelle raffinerie et du complexe pétrochimique d'une capacité minimum de 100 000 barils par jour. Une raffinerie qui devrait être opérationnelle en décembre 2025, soit dans 18 mois. L'université suisse UMEF de Niamey a servi de cadre ce matin à une séance de sensibilisation sur la drépanocytose en milieu scolaire par l'ONG Drépanocytose, Éducation et Santé. L'activité a été rehaussée par la présence de la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif. Compte rendu, Issa Ousmane Mahamat et Askou Jibrila. La situation de la drépanocytose au Niger interpelle à plus d'un titre. C'est conscient de cela que l'ONG Drépanocytose, Éducation, Santé organise cette série de sensibilisation en milieu scolaire. Série qui a commencé par l'université suisse UMEF de Niamey et vise à sensibiliser les étudiants sur l'ampleur de la maladie ainsi que ses lourdes conséquences dans la vie quotidienne des malades. Des signes cliniques aux facteurs déclencheurs des crises, en passant par les dépistages, tous ont été expliqués aux étudiants de Suisse UMEF par la directrice générale du Centre national de référence de la drépanocytose. Le Niger fait partie des pays d'Afrique où la drépanocytose constitue un vrai problème de santé publique. Du fait de sa prévalence qui est estimée en milieu scolaire, une étude qui a été faite il y a une dizaine d'années déjà, au niveau de la communauté urbaine de Niamey et qui concerne à peu près 23,2%. Actuellement, au niveau du Centre national de référence de la drépanocytose, c'est un centre qui est national et nous sommes à la date d'hier à 9303 dossiers de drépanocytaires. Et nous faisons en moyenne plus de 17 000 consultations que de drépanocytaires. Cette activité organisée par l'ONG Drépanocytose, Éducation Santé en partenariat avec le PUNIT pour accompagner et soutenir toutes les actions de l'État nigérien visant à améliorer la santé publique au Niger, en mettant particulièrement l'accent sur la lutte contre la drépanocytose. Notre but en fait, c'est d'aider les drépanocytaires comme moi en milieu scolaire. Pourquoi en milieu scolaire? Parce que le taux d'absentéisme est élevé quand on est malade, quand on est hospitalisé. Je suis ici pour encourager non seulement l'ONG DES, mais également mettre de la lumière sur cette question importante qu'est la drépanocytose. Au vu de l'importance de cette séance de sensibilisation sur la drépanocytose en milieu scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Dr Elisabeth Chérif, a tenu à être présente sur les lieux pour soutenir et encourager les organisateurs de telles initiatives. Madame la Présidente, que notre ministère va porter une attention beaucoup plus prononcée sur cette question dans nos établissements. C'est un engagement qui s'inscrit dans la détermination des plus hautes autorités de notre pays, garantir une éducation de qualité à tous les enfants de notre pays, peu importe leur statut. Et c'est dans cet esprit-là que nous allons essayer de regarder de plus près cette question. Cette séance de sensibilisation sur la drépanocytose est à sa première étape à l'université suisse UMEF de Niamey. Elle se poursuivra dans les autres établissements de la place en vue de mieux sensibiliser les élèves et étudiants sur cette maladie qui constitue un problème de santé publique. Et nous restons avec la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales qui a décerné un témoignage de satisfaction aux représentants résidents de l'UNICEF en fin de mission au Niger. Un geste de reconnaissance pour tous les efforts qu'il a consentis durant sa mission dans le domaine éducatif au Niger. Issa Ousmane Mahamat et Askou Jibrila. Le ministère de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales souhaite vous remettre ce témoignage de satisfaction
pour tous les services que vous avez eu à rendre aux enfants du Niger et à l'école nigérienne. À Dr Boubakari Tal, représentant résident de l'UNICEF, en fin de mission au Niger. Un témoignage de satisfaction a été décerné par la ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, de l'enseignement professionnel et de la promotion des langues nationales au nom du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie pour ses multiples efforts, particulièrement au niveau du secteur éducatif au Niger. Dr Boubakari Tal, en recevant ces témoignages de satisfaction, a exprimé toute sa reconnaissance pour cette marque d'estime. L'UNICEF a toujours été aux côtés de l'enfant dans le cadre de l'éducation, aux côtés du ministère, et nous le resterons. Pour nous, le facteur le plus important, c'est, quelles que soient les circonstances, quelles que soient les pressions, qu'on s'assure que les droits de l'enfant sont respectés au maximum possible. Je veux également me réjouir de la capacité d'écoute, du pragmatisme, de la facilité d'accès dont vous-même, Excellence, avez fait preuve tout au long de mon séjour parmi vous et avec vous, l'ensemble des collègues du ministère. Le représentant résident de l'UNICEF en fin d'émission au Niger nous a par ailleurs confié qu'il gardera toujours du Niger le souvenir d'un bon pays édifiant et plein de vision au regard des défis à relever par les administrations douanières de ces pays respectifs. Pendant les travaux, les participants ont examiné et analysé le rapport d'activité du secrétariat général de l'Organisation mondiale des douanes, de la vice-présidence et des autres structures de la région. Ils ont aussi débattu sur les axes de la politique générale de la région ainsi que les questions techniques, budgétaires et financières. Toutes ces discussions autour de ces questions relatives au bon fonctionnement de l'administration douanière ont permis de formuler plusieurs recommandations. À la vice-présidence de poursuivre et vulgariser le plan stratégique 2023-2027 auprès des administrations des douanes. À assurer le suivi de la mise en œuvre effective de l'évaluation de la feuille de route annuelle du dit plan stratégique auprès des administrations douanières. Au titre du fonctionnement et du statut des structures régionales, il revient à la vice-présidence de capitaliser l'exploitation de la matrice d'évaluation de l'impact des structures régionales sur les activités des administrations douanières. L'un des temps forts de cette conférence était l'élection à l'unanimité des participants du directeur général des douanes du Mali, Amadou Konaté, à la tête de la vice-présidence de la région d'Afrique occidentale et du Centre et de l'Organisation mondiale des douanes pour un mandat d'1 an. Il succède ainsi au directeur général des douanes du Nigeria, le contrôleur général Bachir Adewale Adeniyi. Une consécration, mais aussi et surtout plusieurs défis à relever. Merci donc, cher DG, cher commissaire, pour la confiance. Je voudrais remercier également les plus hautes autorités du Mali pour leur autorisation, leur soutien et leur accompagnement permanent. Je voudrais rassurer enfin mes pères directeurs généraux des douanes et commissaires généraux de tout l'engagement du service des douanes du Mali, et évidemment avec leur appui et leur accompagnement, et avec l'accompagnement et l'engagement aussi de tout le collectif des agents des douanes du Mali, pour que, à l'heure du bilan, pour que nous soyons à hauteur. Le vice-président sortant et le secrétaire général de l'Organisation mondiale des douanes se sont réjouis de la bonne tenue de la conférence. Après avoir félicité le nouveau vice-président, ils l'ont souhaité beaucoup de succès dans l'accomplissement de sa mission. Au regard de la qualité des travaux, les participants de leur ensemble ont salué la réussite de cette 30e conférence des directeurs généraux des douanes de l'Afrique occidentale et du Centre et de l'Organisation mondiale des douanes que Bamako, la capitale malienne, a eu l'honneur d'abriter. La 31e conférence est prévue à Kinshasa, la capitale de la République démocratique du Congo.
Demain 8 juin 2024 débutera sur toute l'étendue du territoire l'enquête d'évaluation de l'impact des actions économiques infligées au Niger depuis le 26 juillet 2023. Une étude lancée par l'Institut national de la statistique et qui va cibler les entreprises et les ménages nigériens. Détail avec Mahmoud Idrissa Maïga et Hamidou Adamou. L'Institut national de la statistique, l'INS, est en effet chargé de collecter, traiter et diffuser des données statistiques en vue de mieux orienter la prise de décision par les pouvoirs publics. C'est conformément à cette mission et à la demande du ministère de l'Économie et des Finances que l'UNS entreprend du 8 au 17 juin 2023 une étude d'évaluation de l'impact des sanctions économiques affligées au Niger, notamment par la CEDEAO et l'UEMOA, au lendemain des événements du 26 juillet 2023. Impact sur les activités économiques, impact sur les conditions de vie des ménages. Il y a lieu de retenir qu'il y a deux cibles au niveau de cette étude. Les entreprises, à savoir les entreprises du secteur informel et celles du secteur formel. Et les ménages nigériens. Donc, trois objectifs, en tout cas, sont poursuivis à travers cette étude. Le premier objectif, c'est d'identifier les voies par lesquelles ces sanctions ont affecté les entreprises et les ménages. Ce qu'on appelle, en tout cas en statistique, les canaux de transmission. Quels sont les canaux par lesquels ces sanctions ont affecté la vie économique des entreprises et les ménages nigériens. Deuxième objectif, il s'agit maintenant d'évaluer qualitativement et quantitativement ces effets. En tout cas, toujours sur les cibles, les entreprises et les ménages. Et enfin, il s'agit maintenant de mettre en place un plan d'action concret à court, moyen et long terme, maintenant pour relancer l'activité économique et soutenir les conditions de vie des ménages. Alléger en tout cas les effets en tout cas ressentis par les ménages suite à ces sanctions économiques. À cet effet, cette enquête va cibler environ 2500 grandes, petites et moyennes entreprises et plus de 1800 ménages urbains et ruraux. Il s'agit d'une enquête, comme nous l'avons dit en amont, qui va concerner les entreprises et les ménages nigériens. Donc la formation doit commencer à partir du lundi et la collecte devrait commencer à partir du 8 juin et va s'étaler jusqu'au 17 juin 2024. À cet effet, une trentaine d'agents enquêteurs ont été recrutés de part et d'autre au niveau de la collecte des entreprises, d'une enquête avec un mandat précis. Ils seront là pour appeler les entreprises et les ménages et qui vont leur adresser un questionnaire, un ensemble de questions. Et en moyenne, l'interview ne devrait pas excéder 20 minutes au maximum. L'Institut national de la statistique a tenu aussi à rassurer les cibles de l'enquête que les données recueillies seront gardées secrètes conformément à la loi sur la protection des données à caractère personnel. Nous tenons vraiment à préciser que l'activité statistique au Niger est encadrée par la loi. Donc les données qui sont collectées par l'INS, que ce soit au niveau des entreprises, des ménages ou toute autre institution, sont des données. Issues du traitement des données seront mises à la disposition des autorités nigériennes et de leurs partenaires pour relancer cette... Mais surtout en cette période de soudure. Cet appui vient à renfort à celui que l'État a déjà mis en place au niveau de notre région, dont la disposition a été déjà faite au niveau des départements. Prenant à leur tour la parole, le directeur régional de l'élevage et le chef de groupement Peul de Zander ont tenu à remercier le gouverneur de la région pour ce geste patriotique avant de préciser que cet appui sera utilisé à bon escient. Dès votre arrivée, donc vous étiez même en déplacement, vous nous avez compris bien et vous avez donné des instructions fermes par rapport à l'avancement du dossier. Ce qui a fait que déjà avant même le lancement, tout dont on a besoin, donc vraiment on a eu ça.
merci beaucoup. Inch'Allah, ces produits vont partir aux éleveurs. Bon, déjà, on a des foyers qu'on va, dès la semaine prochaine, à commencer à les circonscrire. Donc, merci beaucoup vraiment pour cet effort, pour cet engagement vis-à-vis de l'élevage. Nous venons de recevoir un appui assez important, un appui de l'État en ce qui concerne donc les produits antiparasitaires et en ce qui concerne les aliments de bétail. Vraiment, nous sommes très réconfortés. L'ensemble des chefs de groupement et l'ensemble des chefs de canton de la région des Zender remercie l'État. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du secrétaire général adjoint de la région, Halidou Adamou, le chef de groupement Peul et Touareg de Zender, des cadres techniques régionaux, des responsables des forces de défense et de sécurité et de plusieurs représentants des associations des éleveurs de la région de Zender. À Zender, toujours lancement officiel ce matin de l'opération de vente à prix modéré d'aliments bétail au titre de la campagne pastorale 2023-2024 à l'initiative du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani. C'est le gouverneur de la région qui a présidé la cérémonie depuis le département de Myria. Nous retrouvons Kassou Moutari et Ali Abou. Soulignant que cette cérémonie consacre le lancement officiel de l'opération de la vente à prix modéré des aliments pour bétail, une initiative du chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie. C'est une des réponses au déficit fourrager de la campagne pastorale 2023-2024 dans la région, déficit estimé à 4 393 872 tonnes de matière sèche. Ce déficit s'est accentué au fil du temps avec l'afflux important des animaux venant des régions voisines et du Nigeria. Pour le gouverneur de la région de Zender qui présidait la cérémonie, c'est pour atténuer les effets de cet important déficit que le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage a élaboré et mis en œuvre un programme d'urgence de soutien à la campagne pastorale dont l'objectif global est de sécuriser les moyens d'existence des éleveurs vulnérables avec la mise en place des aliments pour bétail. Toute chose, faut-il le rappeler, qui vise à sécuriser et à accroître la production de nos éleveurs et du coup intensifier nos productions animales pour évoluer vers la souveraineté alimentaire de notre pays. Objectif cher défini dans la lettre de mission confiée au ministre de l'Agriculture et de l'Élevage par son Excellence, le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, et son gouvernement dirigé par son Excellence Ali Maman Lamine Zen, Premier ministre. Concernant la région de Zender, un stock de 3 950 tonnes de son de blé, 1200 tonnes d'aliments composés et 200 tonnes de luzerne sont prépositionnés par l'État et ses partenaires, notamment le PRAPS, au niveau de toutes les communes. Il est à noter qu'à l'entame de ce propos, le gouverneur de la région de Zender, le colonel Youssouf Labo, a tenu à transmettre aux populations les salutations fraternelles du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdraman Tchani, ainsi que celle du Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zen. Auparavant, et dans son mot de bienvenue, l'administrateur délégué de la commune urbaine de Myria, Maman Isaka, est intervenu pour souligner que cet entrant est mis à la disposition et financé par l'État et le PRAPS 2 pour pallier au déficit fourrager enregistré au cours de la campagne 2023-2024. Lancement à Agadez également de l'opération de vente à prix modéré d'aliments bétail dans le département d'Iférouane. Cette initiative vise à soutenir les ménages pastoraux les plus vulnérables. C'était en présence du préfet d'Iférouane, Moussa Efale et Ibrahim Amadou. Cette cérémonie consacre le lancement de l'opération de vente à prix modéré des aliments pour bétail. Il faut souligner que la campagne pastorale 2023 a enregistré un bilan fourrager et déficitaire. Pour faire face à cette situation, l'État du Niger, avec l'appui des partenaires techniques et financiers, a mis en œuvre un plan pastoral d'urgence. La saison 2023-2024, la saison agricole comme pastorale, cette situation vraiment n'a pas répondu à nos attentes. Il y a eu des déficits au niveau de la production fourragère. Alors l'État a décidé de soutenir, un peu d'atténuer les effets de la mauvaise campagne pastorale 2023-2024. L'objectif principal à cette opération, c'est de soutenir les ménages pastoraux les plus vulnérables, qui sont vulnérables à l'insécurité alimentaire, donc en sauvegardant le cheptel à travers la mise à votre disposition d'éléments pour bétail. Le préfet du département d'Iférouane, le commandant Amadou Hassan, a exprimé toute sa gratitude et ses remerciements aux plus hautes autorités du pays
au premier rang desquels son Excellence le général de brigade Abdurrahman Chani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef. Les responsables du COHO ont entrepris mercredi dernier une mission de supervision à Mina et Arafat, les deux localités qui abriteront ces rites durant 4 jours. Mohamed Djengarey et Issouf Samela. Après le grand défi du transport des pèlerins vers la Terre Sainte d'Arabie Saoudite relevé par Niger Airlines et son partenaire Fly Edil, le COHO s'attaque à présent à l'organisation des rites du Hajj prévus vers le 14 juin. C'est ainsi que ce 5 juin, une forte délégation du COHO constituée du superviseur général, des membres de la commission Affaires sociales, la commission Hébergement et Restauration et la commission Communication s'est rendue à Arfa et Mina en passant par Mousdalifa. Cette mission est allée constater les dispositions prises en matière d'hébergement et de restauration. C'est ainsi qu'elle a visité les sites retenus pour le séjour dans ces deux entités de Mina et Arfa, la station de Arfa qui constitue le pilier du Hajj. À l'issue de cette visite de supervision, les responsables du COHO ont découvert les sites affectés aux pèlerins nigériens et ont donné des instructions aux partenaires saoudiens pour respecter les dispositions visant à mettre les pèlerins nigériens dans les meilleures conditions. On a fait une visite d'inspection au niveau des deux sites. Le site de Mina et celui de Arafat. Nous avons inspecté les dispositifs mis en place pour abriter nos pèlerins, particulièrement les camps attribués au Niger. Ils nous ont donné d'amples explications et nous-mêmes nous avons visité les toilettes, les tentes, les cuisines, les couchettes. Ils nous ont donné, comme je l'avais dit, des explications par rapport à tout ce qu'ils ont fait comme travail. Et nous avons posé beaucoup de questions, nous avons insisté surtout pour les répartitions des mets au niveau de Mina, les toilettes qui sont vraiment source de problèmes et la climatisation au niveau des tentes. Les 3 volets là, nous avons beaucoup insisté. Vous savez, comme je le dis, il fait très chaud ici, excessivement très chaud. Ils ont un climat de type désertique. En tout cas, selon l'explication qu'ils nous ont donnée, tout est fin prêt pour accueillir nos pèlerins, Inch'Allah, d'ici le 14 mai, d'ici le 14 juin 2024. C'est environ 4 jours que les pèlerins passeront à Mina, Arfa et Mousdalifa et à l'issue de ce séjour, ils pourront prier, invoquer le Seigneur pour eux-mêmes, leurs parents, amis et surtout pour le Niger. Le Niger qui a besoin des prières de tous ses fils pour relever tous les défis qui se dressent devant lui. Une note de sport pour terminer. Le président de la FENIFOOT est en tournée à l'intérieur du pays. Ce matin à l'étape Boldabré Mohamedou Dipele devait par la suite visiter le stade régional Sidi Mohamed où il a eu à apprécier l'état de dégradation très avancé de sa pelouse synthétique suivi d'une pause au niveau du siège de la Ligue régionale de football d'Agadez où plusieurs intervenants ont pris la parole dans cette optique et ponctuée par des prestations artistiques. Une rencontre avec les dirigeants de la Ligue régionale élargie à ceux des clubs a été organisée. Vous m'avez toujours montré en tout cas votre solidarité et votre dévouement par rapport à notre travail, par rapport à notre association. Je ne peux que vous en remercier. À Agadez particulièrement, la dernière Assemblée générale, vous m'avez interpellé par rapport à votre stade, par rapport à votre pelouse. Je vous ai donné ma parole, la pelouse sera refaite. Et ça sera le cas. Ce qu'on met à votre disposition, prenez soin de ça. On va échanger entre nous comme on a l'habitude de le faire. Cette tournée du président de la FENIFOOT et de sa délégation participe du choix et de l'attention que ces derniers accordent à leur mission de promotion du football nigérien en application des dispositions de leur mandat en vigueur. C'est ce qu'on appelle souffler le chaud et le froid après avoir interdit le chargement du brut nigérien avant d'effectuer un rétropédalage. Le président béninois revient à la charge et accuse le Niger d'atteinte à la sûreté du Bénin. Mais ce n'est pas son premier chantage ni sans doute sa dernière tentative de diversion. Retour sur le commentaire de Abdoulaye Koulibaly. Jusqu'où veut aller Patrice Talon?
après avoir tenté un premier chantage interdisant le chargement du brut nigérien avant de rétropédaler, il accuse à présent le Niger d'atteinte à la sûreté de l'État béninois. Et une certaine presse à sa solde d'en rajouter une couche. 5 espions nigériens, dont 2 terroristes arrêtés sur le terminal de Sémé. Un vrai scénario de science-fiction. Mais Talon ignore manifestement que le Niger a développé sa résilience sans le pétrole. Il joue donc avec le feu et risque gros. Hier, en effet, le ministre du Pétrole et son homologue de la Justice ont tapé du poing sur la table, n'excluant pas de fermer les vannes du pipeline. Il y a une semaine déjà, le Premier ministre avait laissé entrevoir cette éventualité, répliquant avec sérénité à Talon, ce qui avait forcé l'admiration de cet observateur béninois. Moi, j'ai vu les 2 images, l'image du président Talon, j'ai vu l'image du Premier ministre nigérien. Là où j'ai vu la sérénité, c'est au Niger. C'est ça que moi j'ai vu. Vous pouvez repartir, regarder les vidéos, vous pouvez voir ce que vous allez voir, mais moi j'ai vu la sérénité du côté du Niger. Le Premier ministre ne s'est à aucun moment mis en position du nécessiteux qui veut qu'on fasse passer les pétroles par ici. Il n'a jamais été dans cette position. Et vous voyez, le pays a commencé à déployer, à développer d'autres tuyaux de respiration. Le pays est resté égal à lui-même. Le Niger a trouvé les moyens de sa résilience. Et qui dit résilience dans un tel contexte dit art de la guerre. À cet égard, le CNSP semble avoir opté pour une stratégie payante à terme. Il faut feindre la faiblesse afin que l'ennemi se perde dans l'arrogance. Car parvenir à battre son adversaire sans l'avoir affronté est assurément la meilleure conduite. Voilà, merci Abdoulaye Poulibaly, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Le programme se poursuit sur la télévision nationale. Bonsoir. Chers téléspectateurs et aimables parieurs de la Loterie nationale, bonsoir. C'est toujours un plaisir pour nous de vous accueillir sur ce plateau consacré au tirage Loto Balsa 590. Votre jeu numérique placé sous la supervision et le contrôle de l'huissier de justice, Maître Ibrahim. Ce vendredi 7 juin 2024, nous allons procéder au 97e tirage Irma Sabou. Place au jeu et bonne chance à tous. Amis parieurs, nous sommes au terme de cette opération de tirage. Les numéros gagnants de ce soir sont 19, 70, 90, 73, 48. Je précise 19, 70, 90, 73, 48. Maître, veuillez nous confirmer le résultat de ce tirage. Oui, en effet, chers téléspectateurs, amis parieurs, comme vous venez de le constater, je certifie et valide le 97e tirage Irma Sabou de ce vendredi 7 juin 2024, tel que proclamé par le maître de cérémonie. Il s'agit des numéros 19, 70, 90, 73, 48. Félicitations aux heureux gagnants. Bonsoir. La présente réunion consacre la restitution des résultats du dispositif